donc certains rois sont puissants, on pourrait se dire qu'il y a d'autres également qui sont absents, mais qui sont tout puissants dans les brousses africaines et qui veulent parfois imposer des lois qui ne sont là que pour martyriser leur peuple. Lorsqu'on voit un certain nombre de choses, ces rois ne se sont pas battus contre les leurs. Ces rois sont partis ou alors ont laissé leur armée aller se battre ailleurs pour protéger les leurs. Aller chercher fortune ailleurs pour venir nourrir les leurs. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au Cameroun de Paul Biya? C'est tout simplement un roi qui se bat contre son peuple. Au moment où la rentrée scolaire vient d'être décrétée par l'État du Cameroun, la guerre fait des ravages dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien sûr que beaucoup sont contents de dire « oui, nous allons exterminer les Ambazoniens ». Ils le disent depuis des années, mais rien n'a changé, puisque le sang ne fait que couler. Les Ambazoniens, de par leur gouvernement, ont déclaré des villes mortes, écoles mortes, et ont même décidé de passer à la vitesse supérieure en décrétant que désormais, il y aura 10 jours de villes mortes au mois de septembre à partir de 5 pour s'opposer aux mesures gouvernementales, aux décisions de Paul Biya de faire qu'il y ait école alors que les gens sont encore en brousse, alors qu'il y a une insécurité totale. Eh bien, le régime a donc voulu défier les Ambazoniens en envoyant tout simplement non seulement le général Bouba, qui avait eu un certain succès contre Boko Haram, et qu'on croyait qu'il allait résoudre le problème. Mal lui en a pris, la situation ne fait que s'enliser. Et au moment où, exactement le 29 août 2022, Paul Biya demandait un autre renfort, cette fois-ci des forces spéciales, pour aller dans les régions anglophones. Eh bien, c'est là encore où il y a eu une réplique foudroyante. C'est le ministre secrétaire d'État à la présidence, en la personne de Ferdinand Gongo, qui a donc demandé à Joseph Betty Assommo de dépêcher ses forces spéciales pour aller enfin renforcer le BIR, qu'on nous disait pourtant qu'en 48 heures, ils allaient finir la crise dans les régions anglophones. Le BIR était très fort, le BIR était considéré comme la meilleure armée du monde. Eh bien, depuis 2017, rien n'est fini. Et cette fois-ci, on dit force spéciale. Ces forces spéciales viennent d'où? Du ciel? Ça vient des États-Unis? Ça vient d'Israël? Mais non! C'est toujours le BIR. Et puis, c'est ce qu'on appelle le GPIN. C'est-à-dire que le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie. Ce sont donc les gendarmes qu'on connaît. Ce ne sont donc pas des gens qu'on est parti prendre comme des extraterrestres. Que vont-ils faire? Puisque d'ailleurs, le général Bouba, qu'on a envoyé dans ces régions-là, lui, il a fait la guerre presque dans un semi-désert. Mais là-bas, dans les régions anglophones, c'est une brousse épaisse, c'est des montagnes où l'armée n'a pas une certaine visibilité. C'est exactement le même piège qu'on a connu au Vietnam, que les Américains ont connu au Vietnam, ou encore en Afghanistan où il y avait des montagnes et où on cherchait à bombarder n'importe où.
les Américains n'ont jamais gagné cette guerre, ces deux guerres. Mais Paul Biya, lui, il est convaincu qu'il va gagner ces deux guerres sans armement, en allant tout simplement avec des forces spéciales, des noms pompeux qui ne peuvent rien faire. La preuve, c'est que au moment où il le fait, le 6 septembre, qu'est-ce qu'on a vu? Carnage. Un bus de Golden Express qui quittait de Douala et qui se rendait à Boya, qui a été attaqué par, je crois bien, les Ambazoniens ou les séparatistes, puisque pour l'instant, on ne sait même pas qui est qui sur le terrain. Tellement c'est bien un no man's land, c'est un état sans droit. Eh bien, lors de cette attaque violente, dans le car qui transportait 14 personnes, on a eu 6 morts, et c'était des civils. 8 blessés graves. Les morts, les blessés ont été transportés à Boya, dans ce qu'on appelle l'hôpital régional. Et puis le lendemain, le ministre de la Communication, René Sadi, est sorti pour dire, oui, c'est une attaque barbare. Nous condamnons avec la dernière énergie ces gens qui veulent mettre de la terreur et qui sont lourdement armés. Voilà l'expression. Lourdement armés. Donc, l'État du Cameroun aujourd'hui, le gouvernement camerounais aujourd'hui, est en train de dire aux Camerounais que il y a des terroristes lourdement armés qui sont incapables de pouvoir anéantir depuis 2017, alors qu'ils n'avaient que des armes de chasse. S'ils sont lourdement armés, comment peuvent-ils donc demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans ces écoles-là? Comment peuvent-ils prétendre assurer la sécurité à 8 millions de personnes? Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins il y a déjà eu 4000 morts dans cette guerre-là. 77 000 personnes se sont réfugiées au Nigeria. Et 600 000 ont quitté leur village pour se réfugier soit à Yaoundé, soit à Douala. Et ce n'est pas terminé. Ça, c'est des estimations et des statistiques encore provisoires. Comment peut-on faire une rentrée dans ces conditions-là? Le gouvernement camerounais, qui pourtant prétend être si fort, si bon, est maintenant en train de compter sur les États-Unis. En disant, oui, nous avons eu un entretien avec le nouvel ambassadeur des États-Unis et qui a dit qu'il va maintenant faire ce que Paul Biya a demandé, à savoir qu'ils vont arrêter les anglophones qui sont aux États-Unis et qui financent le terrorisme. Mais ça, c'est de la naïveté. Puisque, première des choses, lorsqu'on voit ce qui s'est passé toutes ces dernières années, les États-Unis, bien au contraire, ont décidé que maintenant les Camerounais qui fuient la guerre peuvent faire 18 mois. Et d'ailleurs, les charters qui devaient venir à Yaoundé, eh bien, ça a été stoppé. Et du coup, les États-Unis sont déjà en train de les protéger. Et de surcroît, les États-Unis, dans leur constitution, reconnaissent le port d'armes. Vous ne pouvez donc pas empêcher aux Ambazoniens ou aux anglophones de se ravitailler en armes, puisque les armes se vendent aux États-Unis. Et pas seulement. On en trouve au Nigeria. Et le Nigeria est un pays voisin. Et les frontières du Cameroun sont parmi les plus poreuses du monde. Comment vont-ils donc faire pour pouvoir surveiller toutes ces frontières-là? Et voilà la plus grande difficulté. Les États-Unis, le 7 juillet 2021, Blinken, qui est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, alertait déjà les autorités camerounaises sur une situation, à savoir que on allait faire les restrictions des visas par rapport aux personnalités impliquées dans la guerre des deux régions anglophones. Les États-Unis imposaient le dialogue. Et les États-Unis disent
que la seule issue de ce conflit, c'est le dialogue. Paul Biya, lui, quand on finit de lui dire ça, il va plutôt avec des forces spéciales. Donc, on va dialoguer avec les forces spéciales. Et vous dites que les Américains vont collaborer avec vous pour aller arrêter les ambazoniens alors que vous avez envoyé les forces spéciales là-bas. Mais ce régime-là est vraiment en train de perdre pédale. Puisque c'est incroyable. C'est même inimaginable. On vous dit allez au dialogue. Vous refusez le dialogue. Vous dites que nous allons par des armes. Et vous empêchez aux autres d'avoir des armes. Et du coup, je vous le préviens, les ambazoniens envisagent maintenant d'utiliser des drones. Et ces drones-là vont frapper à plus de 20 km. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin de s'approcher des véhicules. Ils vont tout calculer. Ils sont en train de faire des formations actuellement. Et puis, boum, ils vont lancer. Ça peut atterrir aussi à Yaoundé. Ça peut atterrir n'importe où. Et je vous avais dit que les Ambazoniens ont dit, et surtout Marianta, lorsqu'elle a pris le pouvoir, qu'ils ont déjà trop pleuré. Que ce soit pour Ngarbou, que ce soit à gauche et à droite, on a vu des enfants parfois à l'école se faire assassiner et où le gouvernement a souvent plaidé pour balles perdues. Que non, ils allaient aussi faire que ceux qui viennent des régions francophones ou qui vivent dans des régions francophones, les civils, qu'ils puissent aussi subir. Je avais prévenu. J'avais dit que les civils seront maintenant attaqués. Ce n'est donc que le début, puisque personne n'a pris en considération ce que j'avais dit. Rappelez-vous, j'ai dit ça, qu'ils vont attaquer même l'aéroport. J'ai annoncé ça. J'ai annoncé qu'ils allaient attaquer les véhicules. Est-ce que le gouvernement, dans ses BQR, les bulletins quotidiens de renseignement, est-ce qu'il a pris cela au sérieux? Non. Donc, mise en danger de la vie d'autrui, c'est le gouvernement qui en est victime. Même si je n'ai jamais soutenu que les Ambazoniens tuent qui que ce soit, ou que l'armée tue qui que ce soit, parce que le sang humain, le verser, c'est de la malédiction. D'un côté comme de l'autre. Il n'existe pas, même pour des hommes d'État, un droit de tuer, d'ôter la vie et de dire que les autres doivent subir. Quand on va à la guerre, qu'est-ce qu'on dit? À la guerre comme à la guerre. Et le 9 septembre, pendant que Sadi vient de faire encore son discours creux, vaseux, eh bien, encore une attaque qui, maintenant, au sud-ouest, a tué 2 militaires. 2 militaires encore. De la même façon. Cela veut dire que les explosifs vont continuer. Comment voulez-vous donc que l'école continue puisque les Ambazoniens ont dit que la seule chose qu'ils veulent, s'il faut qu'il y ait de l'école, peut-être dans un mois, il faudrait que les livres d'histoire, qu'on n'enseigne plus l'histoire du Cameroun francophone, mais que ce soit leur livre d'histoire. Or, nous, exactement comme peut-être les colons français, les colons anglais, on dit avec nos livres du Cameroun francophone pour aller imposer au Cameroun anglophone. Ils trouvent ça insupportable. C'est de la provocation. Mais vous dites que de force ou de gré, il y aura école. Qui ira donc à l'école? Combien de meurtres, combien d'assassinats il y a déjà eu dans des écoles, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, combien à l'université de Boué, combien et jusqu'à quand? Pourquoi ne veut-on pas discuter? Aujourd'hui, on se retrouve donc avec un pays pauvre et très endetté, qui n'a fait que prendre des dettes pour aller maintenant alimenter une guerre qui ne pourra pas gagner. Le roi Biya
n'a rien à voir avec des vrais monarques. Parce que les vrais monarques développent leur pays. Les vrais monarques, nous les voyons, que ce soit au Bahreïn, à Oman, où vous pouvez voir des monarques qui ont fait 40, 50 ans, ou encore même au Qatar. Oui, au Qatar, il y a bien des monarques. Oui, partout là-bas, on ne peut pas dire que c'est la démocratie qui a apporté le développement. Mais c'est la gestion du pays, des ressources naturelles, qui apporte le développement. Ces pays-là n'ont pas fait la guerre contre leur propre peuple. Et ces pays-là n'ont jamais accepté qu'un seul souverain puisse profiter rien que pour lui sans développer le pays. Paul Biya devrait peut-être s'inspirer du Qatar, puisque lui, il va faire 40 ans au pouvoir, mais qu'on apprenne peut-être aux Camerounais qui aiment la monarchie républicaine, au moins de regarder comment le Qatar s'est développé. Tout le monde a les yeux au Qatar. Tout le monde respecte aujourd'hui le Qatar, même s'il n'y a pas les droits de l'homme. Quand on va au Qatar, c'est comme si on était dans un petit paradis. Et pourtant, le Qatar a-t-il même une superficie d'un Komsamba? Le Qatar a-t-il été un pays tombé du ciel? Non. Le Qatar, aujourd'hui, tout le monde regarde là-bas. Et c'est là-bas où se tiendra la Coupe du Monde, dans une monarchie qui a réussi. Certains en Afrique aiment toujours louer Kadhafi. Oui, Kadhafi a passé 40 ans au pouvoir, mais il a développé son pays, qui était un grand désert. C'est cette nostalgie qui fait que beaucoup croient qu'en restant longtemps au pouvoir, on est forcément meilleur. Tout le monde n'est pas Kadhafi. Et tout le monde n'est pas et n'a pas la mentalité des pays du Golfe. Paul Biya, resté 40 ans au pouvoir, a-t-il développé son pays? On ne peut donc pas comparer Paul Biya à Kadhafi, ni prendre ce qui se passe dans des monarchies occidentales ou des pays du Golfe pour aussi justifier la longueur du mandat de Paul Biya et applaudir. Ceux qui, parfois, se cachent derrière le fallacieux prétexte tout simplement de la colonisation française, d'un panafricanisme mauvais aloi, sont juste en train de vouloir aussi cacher leur incompétence. Oui, j'ai décrié ce que l'Angleterre, la couronne royale, a eu à faire contre le continent. J'ai décrié tous ceux qui ont eu à piller. Mais ces pays où ils ont pillé, ces pays sont au moins plus développés que les pays francophones. Et au-delà de ça, comme on le dit, ils ont aussi été violents. Le Qatar a été colonisé par l'Angleterre. Et le Qatar n'est devenu indépendant que 10 ans, voire
11 ans après le Cameroun, en 1971, c'est là où le Qatar devient indépendant. Qu'est-ce qu'il y avait au Qatar? Rien du tout. C'était un pays où les gens ne vivaient que de la pêche. Nous, à l'école, on nous apprenait que les pygmées vivaient de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Mais eux, c'était un pays hyper pauvre. Hyper pauvre. Et bien sûr, quand l'indépendance arrive, on va voir un roi qui va s'installer et puis qui sera d'ailleurs destitué par son fils, Al-Thani. Puisque Ahmad, comme on l'appelait, enfin, les noms sont trop longs, donc je préfère abréger. Il était parti en Iran chasser les faucons, et puis son fils a décidé derrière lui que non, cette histoire-là, je vais arrêter ça. Et hop, il a pris le pouvoir, seulement un an après. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, c'était de réduire le train de vie royal. C'est-à-dire que dans nos États, qu'est-ce qu'on fait? Le budget de l'État, le budget qui va à la présidence, rien que pour Paul Biya, ses avions, sa nourriture, son vin, 1,5 milliard chaque mois. Lui, il a interdit tout ça. Il a dit, on ne fait pas ça. Le pétrole dont on parle est comme ça. Il y avait déjà le pétrole qui avait été sondé dans les années 1920, exactement presque les mêmes années que le Cameroun. Mais en réalité, que ce soit du pétrole ou du gaz, c'est à partir des années 80 qu'on va songer à faire, à exploiter le pétrole et du gaz. Et d'ailleurs, quand on parle des années 90, qu'est-ce que le Qatar, Al-Thani, va décider? Il va dire, mais non, au lieu que les gens viennent prendre du pétrole, comme on prend là, on va faire des raffineries. Tout comme aussi avec le gaz. C'est ainsi qu'on va donc créer 14 usines. Il va développer les écoles, va faire venir les étrangers. Il dit bien, c'est un petit pays. Donc, le pétrole du Qatar se transforme en Qatar. Et il a fait ça avec des Occidentaux. Parce qu'en Afrique, on dit non, chassons les Occidentaux, non, ils viennent nous exploiter. Mais non, le Qatar s'est développé avec les Occidentaux. Mais les Qataris ont dit aux Occidentaux que nous voulons la technologie. Et les industries doivent rester ici. Chez nous, on prend tout le pétrole, on envoie brut. Regardez ce que Biya est en train de faire encore là. Ils avaient dit que on a créé la SNH, on a créé la SCDP. Mais le Cameroun importe le pétrole, étant producteur de pétrole. C'est donc comme ça que le Qatar a réussi non seulement à produire. Le Cameroun produisait plus de pétrole que le Qatar, hein, puisque le Qatar produisait dans les années 90 seulement 5400 barils par jour. C'est-à-dire qu'en dessous du Cameroun. Mais cet argent n'était pas volé. Cet argent était stocké pour faire des investissements et aussi pour diversifier l'économie. Diversification de l'économie. Pas seulement que vous utilisez les matières premières et vous ne les diversifiez pas. Et qu'est-ce qu'on a donc fait? Le Qatar a donc réussi à devenir un véritable hub mondial. De telle sorte que, aujourd'hui, lorsqu'on voit, là il y aura la Coupe du Monde, le stade où se jouera la Coupe du Monde, c'est au Stadium Lusail. C'est là où Samuel Eto'o est parti pour l'inauguration de ce stade. Ce stade est le plus beau, certainement, du monde. Enfin, pour l'instant. Le stade Lusail
les constructions ont commencé en 2017. Le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008 et ce n'est pas encore terminé. Le stade de Louzaï, c'est 80 000 places. Le stade Paul Biya, c'est 50 000 places. Ou 60 000, comme ils disent. Et le stade Louzaï, à l'intérieur, non seulement c'est de la climatisation, parce que Louzaï, il faut bien vous dire, c'est à peu près à 20 km de Doha. Et c'est un désert. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le sable. Rien, avec les fortes températures. C'est pour ça que les stades sont climatisés. Le toit accueille, c'est-à-dire que de par le système de la climatisation, eh bien, ça renvoie au niveau du toit. On recueille ces eaux usagées qui sont utilisées pour arroser les fleurs. Quand vous arrivez maintenant là-bas, il y a les arbres, il y a les fleurs partout. Mais on vous dit que c'était un désert. Et que ce désert, c'est en 2005 que l'État qatari a décidé d'appeler les architectes pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous dessiner une nouvelle ville? En 2005. Paul Biya était au pouvoir. Louzaï. Les architectes ont dessiné. Les constructions ont commencé en 2013. Aujourd'hui, Louzaï peut accueillir, c'est-à-dire que rien qu'au niveau des immeubles, Louzaï accueille 200 000 personnes, 200 000 appartements, 200 000, 170 000 personnes y travaillent. Et cette ville-là, cette nouvelle ville qui vient d'être créée, peut accueillir 450 000 personnes sans embouteillage. Allez voir les routes, allez voir les immeubles. On est en train de danser au Cameroun. Oh, l'immeuble est quand? Ça a 29 mètres de haut. Oh, yo, c'est 9 étages. Hey, yeah, vraiment, il a fait ceci. Hey, il a sauvé tout le peuple. Mince. Allez voir les tours Marina. Mais là-bas, les immeubles, c'est 211 mètres de haut. 211 mètres. 211 mètres de haut. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a le gaz, le Cameroun a de l'or, comme le Qatar n'a pas le diamant, le manganèse, le fer, les arbres et tout. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons un roi fainéant, c'est tout. C'est un roi qui ne sert à rien. Voilà Louzaï. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Oui, le mondial est là. Une ville qui a été construite seulement de 2013 à 2012. C'est-à-dire que, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que Paul Biya a construit? Qu'est-ce qu'il a construit? Vous allez seulement dire que, wow, c'est les Français qui ont fait, oh, c'est les Anglais qui ont fait ceci. Je dis bien que les Français ont des entreprises et exploitent le pétrole là-bas, à Dubaï. Pas à Dubaï, au Qatar. À Doha, ils sont installés, puisque c'est beaucoup plus les étrangers qui sont installés là-bas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos dirigeants font? C'est hallucinant. Et on se plaint seulement des autres. Oui, c'est vrai, les Occidentaux sont venus puiser. Mais comme je le dis bien, aussi au niveau du Qatar, on a puisé. Mais comment se peut-il qu'un tout petit État qui ne vaut même pas, qui est comme Balmayo, qui est comme Konsamba, dépasse tout un Cameroun? Qu'on va voir 8 stades. Et vous savez, Paul Biya, lui, il s'est levé. Un pays où vous n'avez pas d'eau à boire, vous n'avez pas d'électricité. Paul Biya se lève, oui, je vais organiser la Coupe du Monde. Et eux aussi se mettent à danser. Hein? Les Biamorais se mettent à danser. Et les gens vont venir voir l'immeuble les camps, sans route. Donc les gens vont voir les tours de 211 mètres
D'autres même sont à 300 mètres de haut. Et vous dites que, avec vos stades qui sont inachevés là, le pot de pangolin quitte déjà. Vous avez vu le stade Louzaï? Les Camerounais vont jouer là. Le Cameroun joue contre le Brésil au stade Louzaï. C'est le 2 décembre 2022. Le match du Cameroun. Sans oublier que la finale, là-bas, c'est le 18. Comme ça veut dire que nous, on apporte seulement la Coupe du Monde, dont le Cameroun va jouer la finale aussi là-bas. Mais ce n'est pas là-bas où il y aura le match d'ouverture. Hein, parce qu'il y a 8 autres stades. Il y a 8 stades qui ont été construits. Le Qatar n'avait qu'un seul stade. Et ils ont décidé que le monde entier vienne voir parce qu'ils veulent les touristes, ils veulent ceci et ils veulent une notoriété internationale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On construit les stades. Mais ils n'ont pas imaginé ça comme nous les Africains. Comme le Paul Biya. Le stade de Paul Biya aujourd'hui a abandonné. Japoma a abandonné. Tout ce qu'il a fait là, c'est abandonner, ça ne sert à rien. Vous savez ce que le Qatar a déjà prévu? Après la Coupe du Monde, on enlève les chaises des stades. Parce que ce n'est pas un pays de football. Ces chaises-là seront même offertes aux associations ou aux pays qui veulent faire le sport, qui veulent s'amuser, qui veulent faire... ce n'est pas leur problème. Le stade de Louzaï, par exemple, on va y construire des écoles. Juste après la Coupe du Monde. Les écoles vont sortir là. On va garder une partie pour le sport. On va y construire des hôpitaux. Là-bas aussi, on va construire des supermarchés. Donc, ça va rapporter et ça va donner une main-d'œuvre. Voilà ce qu'ils ont déjà tout prévu. Les architectes ont déjà tout dessiné. Et tout ça sera fait en moins de 3 mois, en moins de 6 mois après la Coupe du Monde. Vous repartez là-bas, vous ne reconnaissez plus le stade. Parce qu'ils savent que garder un stade, tout ça et tout. Regardez, tout ça que vous avez voulu faire là, ça donne quoi? Ça produit quoi? C'est ça qui paye les salaires des fonctionnaires? C'est ça qui envoie les enfants à l'école? On est parti enterrer de l'argent pour rien. Voilà donc comment est-ce qu'on fait. Comment on fait une politique. C'est là, vous allez voir que le Qatar a plutôt des problèmes contre l'Égypte, ils peuvent avoir des problèmes contre le Bahreïn, contre les Émirats Arabes Unis, contre tel et tel, contre des pays voisins. Mais le Qatar ne va pas faire la guerre contre les Qataris. Ça n'existe pas. Chez nous, on fait la guerre contre les Ambazoniens, non les Camerounais contre les Camerounais. Les Ambazoniens appellent les soldats camerounais les Kelebe. Voilà. Moi, de toutes les façons, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, on sait tout simplement que notre pays, ou celui qui le dirige, a lamentablement échoué avec, bien sûr, aujourd'hui, ceux qui sont là avec lui, que lui-même a nommé, et qui, la seule chose qu'ils donnent, qu'ils offrent au peuple camerounais, c'est la distraction du football. Le football, oui, tout le monde parle de la Fédération camerounaise de football, tout le monde parle de Samuel Eto'o, tout le monde parle de la Coupe du Monde, on va dans les bars, on fait ceci, on fait cela. C'est comme ça qu'on nous a détourné des vrais problèmes de la société. C'est comme ça qu'on nous a détourné du développement. C'est comme ça qu'on nous a détourné de pouvoir imaginer les vrais projets, de regarder ce qui se passe ailleurs. On regarde toujours les derniers, jamais les premiers. Le Qatar devrait au moins faire que les Camerounais, les Africains se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait comme miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a juste la volonté des hommes politiques. Il n'y a pas que c'est seulement les Occidentaux qui font qu'on ne soit pas développé. Oui, on va prendre la Russie, la Chine et tout et tout et tout. Non! C'est faux! Tant qu'on a la mentalité de ces gens-là, qui nous conduisent sur des futilités,
et qui refuse d'investir pour la postérité, qui refuse de mettre des infrastructures dignes de son nom, eh bien, on ne continuera qu'à sombrer.